Bonsoir et ravi de vous retrouver pour la première édition d'information de la soirée sur le Oula. Voici le sommaire. La marque marocaine d'investissement et d'export Maroconao poursuit la mise en œuvre de sa stratégie nationale de promotion de l'offre Maroc en Allemagne. Après Berlin, le roadshow Maroconao est à Munich. Une série de rencontres de haut niveau a réuni le ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques avec des responsables institutionnels et économiques de la Bavière. Le Policy Center for the New South lance sa 14e édition des Atlantic Dialogues. L'événement s'attache cette année à décrypter les crises mondiales et à formuler des pistes de réforme adaptées aux réalités actuelles. Conférence organisée à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Rabat. Pièce maîtresse du patrimoine marocain, le caftan vient d'être élevé au rang de trésor universel par l'UNESCO. La décision a été annoncée hier lors de la 20e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, tenu à New Delhi. Bonsoir. Avant de développer les titres, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République d'Indonésie, M. Prabowo Subianto, suite aux inondations dévastatrices qui ont touché son pays. Dans ce message, le souverain exprime ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de sympathie à M. Subianto, aux familles endeuillées et au peuple indonésien suite à cette catastrophe naturelle ayant frappé de vastes étendues la République d'Indonésie sœur, causant d'importantes pertes humaines et d'énormes dégâts, souhaitant prompt rétablissement aux blessés. En ces moments difficiles, Sa Majesté le roi assure le président indonésien de la solidarité et du soutien du Maroc à son pays, implorant le Très-Haut d'aider l'Indonésie à surmonter cette terrible épreuve. Comme tous les jeudis, un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Le conseil a adopté un projet de loi relatif à la transformation de l'Agence nationale des ports en société anonyme, à la modification de la loi relative aux ports et à la création de l'ANP et de la société d'exploitation des ports. 12 projets de décret ont été approuvés, 11 concernent la fixation de la date effective de l'entrée en vigueur des attributions des groupements sanitaires territoriaux des différentes régions du Royaume. Le dernier projet de décret modifie et complète le décret pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au titre 3 du Code général des impôts. Le Conseil de gouvernement a examiné l'accord de coopération douanière entre l'administration des douanes et impôts indirects du Maroc et l'autorité de la Zakat, des impôts et des douanes d'Arabie Saoudite, visant à reconnaître mutuellement le programme d'opérateurs économiques agréés auprès de chaque partie, signé à la Mecque en mars dernier. Après Berlin, le roadshow Maroconao est à Munich. Le ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Karim Zidan, a présidé une série de rencontres de haut niveau avec des responsables institutionnels et économiques de la Bavière. Ces discussions portaient notamment sur le développement de la coopération dans les secteurs du tourisme, de l'industrie, des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. Le reportage est de nos envoyés spéciaux Nissil Hamdaoui, Samir Barka. Nous sommes au cœur de la Bavière, dans le sud-est de l'Allemagne, une région dynamique avec d'importantes entreprises mondiales œuvrant principalement dans les secteurs de l'automobile, de la haute technologie et des énergies vertes. Ici à Munich, le Maroc explore les opportunités de coopération dans le plus important pôle industriel d'Allemagne. Créer des synergies pour des partenariats durables, tel est l'objectif fixé par le ministre chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Cela passe par des rencontres de haut niveau. Ici à Munich, M. Karim Zidan est reçu par le vice-ministre président de la région de la Bavière. L'ambiance est chaleureuse et l'entretien est riche et constructif. Durant 1 heure, les deux parties ont exploré les domaines à fort potentiel de coopération, à l'image du secteur de l'automobile ou encore de l'hydrogène vert.
Je vois de très bonnes perspectives de coopération à long terme entre le Maroc et la Bavière, puisque vous avez tout ce qu'il faut, une main-d'œuvre qui aime travailler, vous avez de l'hydrogène vert et vous avez aussi des prix favorables pour notre économie. En plus, le Maroc jouit d'une position stratégique exceptionnelle. Alors, les conditions de base sont absolument favorables pour la coopération. Monsieur Zidane n'a pas manqué de mettre en avant lors de cet entretien les différentes composantes de l'écosystème d'investissement qu'offre le Royaume. Une infrastructure de classe mondiale, un capital humain compétitif et une énergie décarbonée. De quoi aiguiser l'appétit des opérateurs économiques de la région. La rencontre a été sanctionnée par des recommandations, à savoir la consolidation des relations entre le Maroc et l'Allemagne, et en particulier avec la région de la Bavière, principalement dans des secteurs comme le tourisme, l'industrie ou encore les énergies renouvelables. Nous avons pu exposer lors de cet entretien les perspectives d'avenir du Maroc et toute la série d'incitations que propose le Royaume aux investisseurs internationaux. Vous savez, nous sommes un partenaire fiable. Nous avons beaucoup à apporter en termes de transition énergétique au moment où l'Europe souffre de la flambée des prix de l'énergie. Et de ce fait, nous ne pouvons que constituer un choix stratégique pour l'Allemagne et pour plusieurs pays européens. Cette rencontre aura permis d'installer un climat de confiance entre les deux parties et d'envisager d'autres contacts dans l'avenir qui pourraient déboucher sur des projets conjoints de coopération dans des secteurs hautement stratégiques. Le Policy Center for the New South organise sa 14e édition des Atlantic Dialogue. 2000 participants prennent part à l'événement, dont d'anciens chefs d'État, ministres, diplomates, chercheurs et experts de think tank. La conférence est articulée autour de 9 sessions plénières avec des thèmes peu explorés comme la réduction des tensions géopolitiques et la protection des écosystèmes marins. Conférence organisée à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Rabat. Hamza Al-Khdar, Hassan Silla, Iman Ablou. Une nouvelle édition pour mettre en exergue le rôle stratégique de l'Atlantique élargi en tant que plateforme de dialogue et de recomposition des partenariats dans un contexte où l'instabilité internationale exige de la résilience nationale, des réponses concrètes et des formes innovantes de coopération. Point d'orgue de cette session, l'apparition de la 12e édition du rapport Atlantic Currents, coordonné par l'ambassadeur Mohamed Loulishki, senior fellow au Policy Center. Une réflexion approfondie sur les dynamiques à l'œuvre dans l'Atlantique élargi. L'objectif de cette édition est d'initier une vision multilatérale à l'échelle d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord pour redéfinir ce que doit être l'Atlantique que nous voulons élargi. Il va falloir dépasser les logiques des seules relations qui lient l'Europe à l'Amérique du Nord. Cette orientation va de pair avec les initiatives lancées par Sa Majesté le Roi, en particulier l'initiative Atlantique. La présente édition poursuit les réflexions en élargissant le champ d'analyse afin de mieux appréhender l'ampleur des transformations en cours. Elle explore de manière intégrée les recompositions géopolitiques, l'évolution des conflits et l'émergence de nouveaux acteurs de médiation. Ce n'est pas ma première participation aux dialogues atlantiques. J'ai pris part à plusieurs sessions. Je pense que l'objectif principal de ces rencontres est de faire de notre rêve collectif une réalité tangible. Nous portons une vision commune pour l'Atlantique et nous discutons des moyens de le rendre un espace prospère à tous. Il y a plusieurs sujets qui animent ici les académiciens, la société civile, les représentants du gouvernement et les politiciens. Nous échangeons autour des mécanismes susceptibles de promouvoir le multilatéralisme et les moyens de renforcer la coopération économique mondiale, tout comme la consolidation de la paix et de la sécurité. Des débats contemporains et des idées émergentes. Cette édition se veut un outil de référence pour comprendre les recompositions profondes d'un espace atlantique en transition et esquisser les contours d'un avenir plus connecté et plus solidaire pour les peuples qui le composent.
Rabat accueille l'Africa Executive Roundtable, un rendez-vous de haut niveau qui réunit plus de 200 décideurs et d'experts africains et internationaux autour des enjeux de la décarbonation. Le forum constitue une plateforme d'échange stratégique destinée à penser et à construire des modèles de transition énergétique adaptés aux réalités africaines. Écoutez ces déclarations. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer le développement économique, social, financier et autres africains sans les enjeux climatiques et les enjeux liés à la durabilité. C'est pour cela cette table ronde aujourd'hui a toute sa place dans le débat africain. Seulement 2% des investissements verts sont destinés en Afrique. 2%. Plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Les enjeux justement climatiques, les enjeux liés à la déforestation, des enjeux liés aussi à l'énergie, etc. Donc le développement économique, mais surtout social de l'Afrique et de façon générale, le développement humain de l'Afrique doit prendre en compte aujourd'hui les enjeux de la décarbonation, sachant que c'est un enjeu mondial auquel l'Afrique doit participer. Je pense que l'Afrique aujourd'hui est sur un chemin extrêmement important de son développement. J'avais indiqué récemment lors du Forum africain des infrastructures qui s'est tenu il y a un mois à Dakar que entre notre développement et le respect des questions environnementales et la transition énergétique, il ne doit pas y avoir une question de compromis. Nous devons faire en sorte qu'en Afrique, que tous les leviers qui nous permettent d'aller vers notre développement soient mis en place, mais aussi en faisant les efforts de respecter toutes les questions liées au climat, à la transition énergétique. On fait le point à présent sur l'effondrement de 2 immeubles au quartier El Moustaqbel, au secteur El Massira Fez, un drame qui a fait 22 morts et 17 blessés. Les données préliminaires ont montré que la construction des bâtisses effondrées remonte à 2006 dans le cadre des opérations d'autoconstruction au profit des habitants du Douar Ainsman au titre du programme Fez, ville sans bidonville. Une enquête est ouverte et la mobilisation se poursuit sur place. Écoutons le directeur général de la Société Al-Omran de la région Fez-Meknès au micro de Kautsara Boutir et Anwar El-Roumari. On est mobilisé suite aux instructions de M. Loueli, qui était le premier qui s'est déplacé sur lieu et qu'on a pu rejoindre avec les autres établissements et autres institutions, que tout un chacun de notre part peut intervenir pour donner un coup de main, pour appuyer, pour aider selon son champ d'intervention. Donc nous, en tant qu'opérateur, en tant que bras de l'État, donc nos interventions dans des cas pareils. Donc nous avons mobilisé le laboratoire LP2E pour anticiper et lancer une expertise, notamment pour les 2 bâtiments mitoyens aux bâtiments qui ont connu cet incident-là. Et en parallèle, nous avons mobilisé des entreprises qui travaillent avec nous sur d'autres projets pour qu'ils se déplacent sur les lieux en urgence pour entamer le confortement provisoire. Donc c'est un étayement, étayement provisoire juste pour stabiliser la situation, notamment pour les 2 bâtiments mitoyens dont j'ai parlé tout à l'heure, le temps d'avoir des expertises selon une vision globale qui fait appel bien évidemment à une coordination étroite entre l'ensemble des intervenants sous les directives et les orientations de M. Louel de la région. Les couleurs du ciel à présent, c'est d'abord ce bulletin d'alerte. Des chutes de neige à partir de 1400 mètres sont prévues dès demain jusqu'à dimanche dans les provinces de Midelt, Ouarzazate et de Tinrir. Ces chutes de neige intéressent également les provinces d'Ifrane, Boulmen, Khnefra, Bni Mellel, Azilal, El Haouz et Taroudant. Et puis de fortes pluies, parfois orageuses, concerneront demain et samedi les provinces de Tizni, Tantan, Guelmim, Sidi Ifni et Tarfaya. Et voici à présent les hauteurs des pluies enregistrées ces dernières 24 heures. 47 mm ont été relevés à Nouassar, 30 à Znata, Ain Harouda, 15 à Barchid, 19 à Titmelil, 18 mm à Casablanca, 14 à Essaouira et Qsar el-Kbir, 13 à Khouribga, 11 à Salé, 10 mm à Stat et Fez, 9 mm à Larache et Tanger, 8 mm à Ben Guerir, 7 à Mohamedia, Meknes, Kenitra, Ifrane, El Jadida et Chefchaoun.
Direction les États-Unis où le nord-ouest du Montana, le nord-ouest de l'Oregon et l'ouest de l'État de Washington sont sous les eaux. Des crues soudaines et des inondations fluviales ont concerné toutes ces régions. Les cumuls de pluie ont atteint les 125 mm. Plus de 30 cm de neige sont tombés dans le nord des Rocheuses. Des rafales de vent 65 à 90 km/h ont soufflé le long de la côte et dans les cols de la chaîne des Cascades, entraînant des pannes d'électricité en raison de la chute de nombreux arbres. Et puis, transport fortement perturbé, écoles fermées et hôpitaux en service réduit. Le Portugal est confronté ce jeudi à sa première grève générale en 12 ans, un mouvement social lancé par les syndicats pour protester contre une réforme du Code du travail défendue par le gouvernement de droite. Les stations de métro de Lisbonne n'ont pas ouvert leurs portes, tandis que les ferries et les trains tournent au rythme des services minimums décrétés, avec des tableaux d'affichage annonçant des annulations en cascade. Coupe arabe Qatar 2025, et là nous parlons au football. Le Maroc est en demi-finale. Les Lions de l'Atlas se sont imposés sur le score de 1-0, but inscrit par Walid Azarou à la 78e minute de jeu. Match âprement disputé, il faut le dire, entre les deux équipes, avec de nombreuses occasions offertes aux Lions de l'Atlas, notamment en seconde période. Le Maroc affrontera en demi-finale le vainqueur de la rencontre qui opposera les Émirats arabes unis à l'Algérie. Et puis CAN 2025, la liste des joueurs retenus vient d'être dévoilée par le sélectionneur national Walid Regragui. Il s'agit de 28 joueurs, dont 2 réservistes retenus en prévision de la compétition africaine qui se tiendra dans notre pays du 21 décembre au 18 janvier prochain, annonce la Fédération royale marocaine de football. La liste confirme le choix de continuité. Walid Regragui reconduit le Satur qui a disputé les dernières rencontres. L'attaquant Hamza Igaman est sur la liste de réserve pour blessure. Achraf Hakimi, qui se rétablit d'une blessure également, court après le temps afin d'être donc présent lors de cette compétition. Le Maroc évoluera dans le groupe A de la CAN aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie. On en parlait hier, symbole vivant de l'identité marocaine, de cohésion sociale, de diversité culturelle et régionale, le caftan marocain est aujourd'hui inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette reconnaissance internationale majeure a eu lieu hier lors de la réunion de la 20e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Son inscription vient couronner les efforts constants déployés par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans le domaine de la préservation et de la conservation du patrimoine culturel marocain. Soukaina Idrissi, Yassine Mourafiq, Hasna Moussaoui. Le récit est signé Maria Aoued. De tout temps, le caftan raconte une histoire, celle de la mémoire marocaine cousue à même le tissu. Chaque fil brodé portant en lui l'écho d'un geste ancien, chaque broderie murmurant la fierté d'un peuple. Car le caftan n'est pas seulement un vêtement d'apparat, c'est le langage de tout un peuple, fier d'incarner ses traditions millénaires. Inscrit désormais au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le caftan est marocain et le restera. C'est une magnifique victoire aujourd'hui parce qu'on sait l'importance que revêt le caftan pour l'ensemble des Marocains. C'est un élément central de notre identité, de notre patrimoine immatériel. Nous avons suivi un très long processus pour en arriver là. Porté par la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, cette reconnaissance est le fruit d'une diplomatie agile et d'une coopération étroite entre les institutions et les artisans. Un dossier solide où rien n'a été laissé au hasard.
D'ailleurs, selon la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, datant de 2003, l'inscription exige la réunion de 5 critères essentiels, parmi lesquels montrer que le caftan est un héritage vivant, porteur d'une identité culturelle millénaire, qu'il contribue au dialogue entre les peuples tout en présentant les mesures de sauvegarde de ce patrimoine. Sans oublier qu'il faille préalablement être inscrit dans une liste nationale ou locale du patrimoine immatériel. L'inscription du caftan marocain art, tradition et savoir-faire sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel est un jour heureux. Aujourd'hui, à New Delhi, en Inde, où le comité intergouvernemental du patrimoine culturel immatériel, qui est composé de 24 États, a pris la décision d'inscrire cet élément de la culture marocaine sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Partout où on le voit, le caftan impose sa signature, celle de la beauté et de l'élégance marocaine. Car une fois porté, il devient un emblème vivant qui fait rayonner le Maroc au-delà des frontières. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. À demain, 18h30.